Et voilà, de retour sur le plateau avec notre cher coach. Bienvenue, bonjour. Bonjour Alice, bonjour Angeval. Bonjour, Monsieur Yannick Otto. Alix l'a dit à l'instant, gestion du temps et efficacité personnelle. Il y aura des axes, bien sûr, à définir, hein, des définitions diverses aussi à avoir, la différence entre l'urgent et l'importance, matrice, et puis des méthodes pour nous permettre de bien gérer notre temps. Alors, pour commencer, déjà, pourquoi est-il si important de bien gérer son temps? Très bien, merci encore Angeval. Il faut dire que gérer son temps, ce n'est rien d'autre que gérer sa vie. Je fais une petite démonstration pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez par exemple une tâche à faire et que cette tâche-là devrait prendre 1 heure, si pendant cette heure, vous ne vous y attelez pas et que vous ne faites pas la tâche en question, naturellement, il aura des répercussions sur la journée. Et toute chose étant égale par ailleurs, si la journée n'est pas si la journée n'est pas comptabilisée, il aura des répercussions sur la semaine. Si la semaine aussi n'a pas été mise à profit, il aura des répercussions sur le mois. Et de répercussion en répercussion, on va de mois en trimestre, de trimestre en année, d'année en décennie. Et c'est ainsi qu'on peut passer à côté de sa vie juste parce que le temps qui nous était alloué pour mener une tâche à bien, on ne l'a pas faite. Donc du coup, gérer son temps, ce n'est rien d'autre que gérer sa vie. Parce que toutes les imbrications et toutes les implications reviennent effectivement à la vie. Et comme pour dire que nous sommes bien dans la phase de la chaîne de vie. C'est cela. La chaîne de vie. Alors, pour plancher véritablement sur les principes même de la gestion du temps, quels sont les principes de base pour bien gérer son temps? Très bien. Il faut dire qu'il y a plusieurs principes, mais notamment, il y a deux choses à savoir. C'est-à-dire, il y a l'important et il y a l'urgent. En règle générale, la plupart des gens confondent ces deux notions. Donc, il va sans dire qu'on va bien définir les thèmes pour nos téléspectateurs. On dit qu'une chose est importante, on dit qu'une tâche est importante lorsque sa réalisation est rattachée à un objectif précis. C'est-à-dire, en faisant cette tâche, en accomplissant cette tâche, il y a un objectif que j'atteins en le faisant. Donc, c'est très important. Autre chose, c'est l'urgent. Une tâche ou une chose est dite urgente, pas par le fait de son importance, non, mais par le fait, effectivement, de ce qu'elle est marquée par une deadline. Ça veut dire, si on ne le fait pas à ce temps-là, on risque effectivement de dépasser. Et si on dépasse, on ne pourra plus le faire ou on ne pourra plus faire la tâche en question au moment prévu à cet effet. D'où la notion de devient urgent, ce qui n'a pas été fait en son temps. Un exemple pour qu'on puisse comprendre. Quand vous émettez votre facture, à l'instant où vous avez votre facture, c'est important pour vous, n'est-ce pas? C'est important parce que si votre facture, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas avoir de courant, par exemple. Donc, le courant, l'électricité vous permet de pouvoir vous éclairer et faire beaucoup de choses. Donc, c'est important. C'est rattaché à un objectif. Mais ce n'est pas forcément urgent à l'instant où on vous donne la facture. Parce qu'on va vous dire, par exemple, vous avez 1 mois pour régler, ou bien vous avez telle date limite. Mais ça va devenir urgent à partir du moment où, à la date précise, vous vous rendez compte que vous êtes le 5 ou vous êtes le 7 et que vous n'avez pas encore payé et que passé ce délai, on risque effectivement de vous couper le courant. Vous voyez un peu? Et c'est là, effectivement, qu'intervient la notion d'urgence. Donc, il y a un outil qui nous permet d'expliquer tout ça, qu'on appelle la matrice de Eisenhower ou encore la matrice de la gestion du temps. Donc, si vous voulez bien, on pourrait bien sûr, on aura le plancher là-dessus. Alors, merci pour cette belle différence entre l'important et l'urgent. Alors, pour nous tous, hein, parce que généralement, on a souvent de temps en temps cette mauvaise gestion du temps. Quelles sont les causes d'une mauvaise gestion de temps? Très bien. Il y a quand même pas mal de causes. Déjà, il y a le fait que la plupart des gens oublient ce qui est important pour eux. Et on revient encore à cette notion. Quand on dit que la plupart des gens oublient ce qui est important pour eux, ça veut dire qu'ils font des choses qui leur tombent là-dessus au lieu de se poser la question de savoir est-ce que la tâche que je suis en train de gérer actuellement, est-ce que la chose que je suis en train de faire actuellement, à l'instant T, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne occupation de mon temps que je suis en train de faire? Donc, il y a vraiment ce truc-là. Il y a que les gens gèrent les urgences, mais derrière ces urgences-là, il n'y a pas forcément des choses qui sont importantes. Donc, il y a ça, effectivement, comme mauvaise cause. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas forcément où on va. C'est comme, je crois, c'est Sénèque qui disait, il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait pas là où il va. Prenons, par exemple, le retard, par exemple. Le retard, ce n'est rien d'autre qu'un symbole de ce que les gens n'ont pas compris, que c'est important pour eux, effectivement, d'être à l'heure, que c'est important pour eux d'être à l'heure, de venir à temps, de faire ce qui est attendu d'eux. Donc, du coup, cette notion de ne pas comprendre
ce qu'on a à faire, de ne pas comprendre aussi là où on va, ça permet effectivement de perdre de vue l'essentiel et de passer naturellement à côté. Alors, Monsieur Otto, dites-nous ou démontrez-nous, par exemple, la physionomie d'une mauvaise gestion de temps pour une personne. Très bien. Quelqu'un arrive au travail. Il arrive au travail et puis il n'a même pas fait une to-do list. La to-do list, vous voyez, c'est la liste des choses à faire. Il n'a pas de to-do list. Il fait les choses un peu comme ça lui vient. Il ne mesure pas le caractère prioritaire des différentes tâches et il remplit effectivement, j'ai envie de dire... Il passe le temps, on a envie de dire. Tout à fait. Il passe le temps sans y mettre quelque chose. Parce qu'en termes de gestion du temps, c'est pas combien d'activités j'ai fait, c'est pas combien de tâches j'ai pu accomplir. C'est essentiellement, et j'insiste là-dessus, c'est essentiellement ce que j'ai pu gagner dans ces tâches-là, ce que ça a pu me rapporter. Donc, si quelqu'un a passé toute une journée sans qu'au fond de la journée, à la fin de la journée, il n'y ait pas vraiment atteint des objectifs précis, on va dire tout simplement qu'il a gaspillé le temps. Le temps est passé. Alors, vous avez parlé de retard tout à l'heure. Avant de poursuivre avec ce que nous avons prévu pour ces échanges-là, on va quand même un peu s'arrêter là-dessus. Généralement, on dit que l'Ivoirien est toujours en retard. L'Ivoirien n'arrive pas à gérer son temps, il est toujours en retard, et tout, que ce soit dans nos cérémonies, que ce soit au travail, que ce soit partout, et on le constate. Alors, quel est l'impact de ce retard-là sur la vie même de la société? Mais bien sûr, il y a un gros impact parce que après, qui parle de retard, parle de négligence, parle de manque d'efficacité, parle de manque de productivité, parle de manque de performance et tout en découle au fait. Donc du coup, encore une fois, l'individu ici doit comprendre, ou encore les gens devraient comprendre que ce que vous êtes, n'est-ce pas, donne une indication de ce que vous pouvez apporter. Si moi, je donne un exemple beaucoup plus simple. La prise d'antenne ici, c'est à 7 heures que je dois passer. Mais si je m'emmène ici, j'ai envie de dire à 7h00, ou bien même si j'emmène ici à 6h45, vous voyez un peu, ça ne fait pas vraiment sérieux. On peut me dire, mais vous n'allez pas penser ou croire que c'est un consultant qui mérite d'être invité et toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment ce truc-là. La plupart des gens, ils oublient le fait que ça dénote de leur personnalité. Moi, quelqu'un en retard, tout de suite, ça me dit tout simplement que ce n'est pas quelqu'un avec qui je dois faire affaire. Ce n'est pas quelqu'un que je dois prendre au sérieux. Donc, il y a cette notion de sérieux, il y a cette notion, effectivement, de regarder en face, de responsabilité, de se dire que nous venons à l'heure, pas parce qu'on n'a rien à faire à la maison, mais parce qu'on apporte de l'importance à celui qui est en face de nous et puis à l'activité, effectivement, pour laquelle on a été sollicité. Alors, toujours en référence avec le sujet phare, vous nous avez donné ici quelques mots-clés, à savoir efficacité et productivité. Quels sont les points d'ancrage avec le sujet ? Le point d'ancrage, c'est, encore une fois, je disais dans le truc de jeu, que la matrice, effectivement, de la gestion du temps va nous permettre de comprendre ça. On y va à la matrice. Tout va bien. Donc, du coup, il y a 4 éléments essentiels quand il s'agit, effectivement, de la matrice de la gestion du temps. Il y a ce qui est important et urgent. Il y a ce qui est important, non urgent. Il y a ce qui est urgent, pas important. Et il y a ce qui est pas important et pas urgent. Ça nous fait 4 cases. Si on avait un tableau, ça allait faire 1, 2, 3 et 4. Et dans leur décryptage? Allons-y déjà avec les choses qui sont moins importantes. Donc le 4. Le 4, comme je le disais, c'est les choses qui sont ni importantes et ni urgentes. Vous vous souvenez, on a défini l'urgent et l'important. On a dit l'important, c'est ce qui est frappé naturellement. L'important, c'est ce qui est rattaché à un objectif. Et l'urgent, c'est ce qui est frappé par un délai. Vous voyez un peu? Donc ici, à la case numéro 4, on dit que les choses ne sont ni importantes, donc pas d'objectif à atteindre, ni urgentes, donc pas de délai. La question, c'est de savoir en fait quoi de cette case. Justement, à cause de son utilité. Mais cette case a éliminé, au fait. Mais il faut qu'on détaille ce qu'il y a dans cette case. Au fond, dans cette case, vous avez tout ce qui est futilité, tout ce qui est ragot. Passer le temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, à condition qu'on ne gagne pas effectivement notre vie là-bas, ou encore on ne gagne pas notre argent là-bas. Parce qu'il faut bien situer... Donc, on n'apprend rien. Naturellement. Il faut bien situer le contexte. On va sur les réseaux sociaux, ce n'est pas interdit. Mais on y va pour se divertir. On y va pour apprendre, ou on y va, comme je dis, pour passer le temps. Mais si on n'a pas encore atteint des choses qui sont importantes, ça veut dire que ce n'est pas forcément là-bas qu'on doit passer le temps. Donc, les activités de niveau 4 sont, pour la plupart du temps, à éliminer. Niveau 4. Les activités de niveau 3, ce sont des activités qui sont urgentes, mais qui ne sont pas forcément importantes. Ici, il s'agit des sollicitations. Vous voyez, quand quelqu'un vous sollicite, il vous dit Ange ou encore Alice, j'ai mon anniversaire, ou encore j'ai un baptême, j'ai un mariage et autres. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment important pour vous ou bien est-ce que c'est important pour lui? Si c'est important pour lui et que ce n'est pas forcément important pour vous, il faut également nuancer. Après, on va pas demander aux gens de vivre comme s'ils étaient dans un, comment on dit déjà,
dans un terrier, comme s'ils étaient, je veux dire, renfermés. En vase clos. Tout à fait. Mais il faut qu'ils puissent manager cette case-là. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très, 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 très important. Quand on sait qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations, il faut ici déléguer. Il faut apprendre à déléguer. On n'est pas obligé d'aller à tous les anniversaires. On n'est pas obligé d'aller à tous les mariages. On n'est pas obligé d'aller à tous les baptêmes. D'être partout. D'être partout. Mais ce qu'on peut faire à ce niveau-là, on peut marquer notre présence par un SMS, par un appel, par un cadeau, par exemple. Donc la case numéro 3, c'est une case qu'on doit gérer autrement et naturellement déléguer. Du coup, il va nous rester 2 cases en ce qui concerne la gestion du temps. Et ce sont ces 2 cases-là qui, essentiellement, renforcent la productivité et l'efficacité. Donc, on en vient maintenant. Tout à fait. On a la case 1 et la case 2. La case 1, souvenez-vous, on a dit, c'est la case des choses qui sont importantes et urgentes. Si on arrive déjà à ce niveau-là, il va sans dire que la case numéro 2, des choses qui sont importantes, mais pas encore urgentes, n'ont pas été bien managées. Parce que, souvenez-vous, je vous l'ai dit, que devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Regardez, par exemple, je pose souvent la question aux gens à l'occasion de nos formations de savoir à quel moment est-il important pour un individu de penser, par exemple, retraite. La plupart des gens me disent, mais après qu'il soit... C'est à l'heure de la retraite, hélas. Voilà. Après 10 ans, 15 ans, bien 20 ans et autres. La dernière fois, un jour, il y a un ami DRH qui me disait ceci. Il dit qu'à chaque fois que quelqu'un doit partir à la retraite, il y a funérailles. Il y a funérailles parce qu'il n'est pas prêt. Il vient pleurer pour qu'on puisse rajouter ou encore rallonger effectivement le temps. Pourquoi? Parce que la case numéro 2 n'a pas été prise en compte. La case numéro 2, c'est la case des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas encore urgentes. Construction de relations, planification, l'avenir, investir, épargner et toutes ces choses-là. L'éducation et toutes ces choses. Donc du coup, quand cette case-là n'est pas prise en compte, elle va avoir forcément des répercussions sur la case numéro 1, et on termine par là, qui est la case des choses qui sont importantes et urgentes. Ici, si on arrive là, déjà, ça veut dire qu'il y a problème. Si on arrive là, ça veut certainement dire, si quelqu'un dans sa vie, que ce soit côté finance, que ce soit côté famille, que ce soit côté social, si tout est devenu important et urgent, ça veut certainement dire qu'il a été rattrapé et dépassé par le temps. Donc, à ce niveau-là, ça va lui causer du stress, ça va lui causer de la tension, ça va lui causer de la pression. Et on n'est pas loin souvent des AVC dans cette case-là. Alors, c'est vrai, vous avez cité 4 aspects très importants. Alors, la plus déterminante parmi ces cases, la plus déterminante pour notre performance. C'est une excellente question. La plupart des gens pensent que la case numéro 1 est la case la plus déterminante. Ce n'est pas vrai. La case numéro 1, bien vrai que ce soit la case des choses qui sont importantes et urgentes, mais au fond, la case la plus déterminante quand on parle de performance, c'est la case numéro 2. Pourquoi? Parce que dans la case numéro 2, on a le temps, effectivement, de préparer l'avenir. Parce que les choses ne sont pas encore urgentes. Donc, on peut construire, on peut bâtir, on peut créer, on peut fabriquer, on peut planifier, on peut penser long terme. Vous voyez, la plupart des gens qui s'en sortent sont des gens qui prennent ce qu'on appelle une perspective de long terme, en fait. Donc, la case numéro 2 est déterminante parce qu'elle nous permet de planifier sur la durée. Or, comme on dit, celui qui planifie bien demain, mais je vais dire demain sera tranquille pour lui. D'accord. Dès lors qu'on a défini la case primordiale et beaucoup plus importante, qui ne devient pas forcément urgente, et on détient maintenant du temps. Mais il faut les outils pour bien gérer ce temps-là. Tout à fait. Quels sont les outils de la gestion de temps? Merci, c'est une excellente question. Effectivement, il y a plusieurs outils. Donc, qu'on a appelé, si vous voulez, gestion du temps axée effectivement sur les priorités ou encore sur les principes. Il y a par exemple la méthode qu'on appelle la méthode de la bonne chose à faire, n'est-ce pas? On va égrener effectivement les méthodes. Allons-y. Donc, la méthode de la bonne chose à faire. C'est quoi la méthode de la bonne chose à faire? Vous savez, on dit toujours dans nos formations que faire vite et faire bien, n'est-ce pas, ne doit pas vous empêcher de faire la bonne chose. Parce que si quelqu'un se met à faire une tâche, s'il fait bien la tâche, s'il fait vite la tâche, il n'est pas encore sorti de l'auberge, à condition que ce soit la bonne tâche à faire. Donc, la question, c'est de savoir, là où je suis en train de travailler, ce que je suis en train de faire à l'instant T, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Donc, première, effectivement, méthode que nous voyons, ce qu'on appelle la méthode de la bonne chose à faire, qui consiste à se poser la question essentielle, à savoir, à l'instant T, est-ce que c'est la bonne activité? Est-ce que c'est la bonne tâche à faire? Je viens, par exemple, j'arrive au boulot, j'ai beaucoup de jobs. Je dois envoyer un mail, je dois rappeler un client, je dois, par exemple, rencontrer quelqu'un. J'ai beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? À l'instant où je commence, je dois me poser la question de savoir, est-ce qu'actuellement, c'est la bonne chose à faire? Donc, la méthode de la bonne chose à faire. Il y a également ce qu'on appelle la méthode ABCDE, n'est-ce pas? La méthode ABCDE est une méthode qui permet de hiérarchiser et qui permet effectivement de pouvoir, on va dire, hiérarchiser, donc segmenter, stratifier, merci, le temps. Mais voici ce qui se cache derrière, effectivement, ces lettres A, n'est-ce pas? Pour dire que ce type d'activité-là
sont des activités à faire absolument. Donc, A pour à faire absolument. B, pour dire qu'on doit faire ce type d'activité-là bien après avoir fait les A. Donc, B pour bien après les A. C pour conclure par là. D pour déléguer. Et puis E pour éliminer. Donc, je reprends. On a toutes nos tâches. Et on va les classer en fonction de ces lettres-là. Donc, on va dire que ces tâches-là sont de niveau A. Donc, on doit les faire absolument. Et généralement, ce sont des tâches qui sont un peu plus pénibles, un peu plus difficiles, mais qui, au fond, ce sont des tâches qui nous permettent de pouvoir atteindre et accomplir des objectifs précis. Vous vous souvenez de l'important? Donc, on doit faire ça. Et quand on finit, on doit prendre les tâches de niveau B. Donc, bien après les A, C, conclu par là, D, délégué, et puis E, à éliminer. Vous voyez un peu? Donc, il y a effectivement cette méthode. Il y a la méthode aussi de 20-80, qu'on appelle effectivement loi de Pareto, qui est une méthode économique, mais qui trouve tout son sens effectivement dans la gestion du temps. Selon effectivement ce spécialiste de l'efficacité qui est Siegfried Pareto, il dit que 20% de nos activités à elles seules nous permettent de pouvoir accomplir 80% de productivité, 80% de résultats et 80% de nos effectivement... Dans la pratique, ça donne quoi? Dans la pratique, ça donne quoi? Dans la pratique, j'ai 10 activités. J'ai par exemple appelé quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai envoyé des mails, j'ai checké effectivement ma liste de trucs, j'ai une émission à présenter. Bref, j'ai 10 choses à faire. Parmi ces 10 choses-là, il y a 2 parmi elles qui, à elles seules, valent plus que les 8 autres ou bien autant. Donc, c'est à moi de comprendre et de savoir, n'est-ce pas, les 2 choses-là qui sont les plus déterminantes et les plus pertinentes. De priorité. Tout à fait, pour les mettre en avant et éliminer naturellement les 8 autres. Je vous assure, les gens n'ont pas besoin de courir à gauche et à droite. Ils ont juste à savoir qu'est-ce qui est vraiment déterminant pour leur productivité, à se concentrer là-dessus. Et puis la journée est gagnée. Monsieur Thomas, j'ai envie de vous, pas une colle, hein, mais de vous poser une question toute simple. Par exemple, on a un programme à animer en direct, Matin Bonheur, qui commence à 6h25. En même temps, je dois être soumise à emmener un mail aux environs de 7h à un fournisseur qui doit m'envoyer des éléments. Comment je fais? J'ai un programme en direct et j'ai un mail que je dois envoyer à 7h. Pourtant, à 7h, je suis sur ce plateau. Vous allez juste définir entre le mail et puis l'émission, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, n'est-ce pas? Si c'est le mail, vous mettez croix sur l'émission. Si c'est l'émission, vous mettez croix sur le mail. Non, c'est l'émission, ça c'est sûr. Voici ce que le principe dit. Le principe dit, il ne faut pas que les choses qui importent le plus soient laissées à la merci de celles qui importent le moins. Vous voyez un peu? Il ne faut pas que les choses qui importent le plus soient laissées à la merci de celles qui importent le moins. Maintenant, voici où ça allait devenir une vraie colle. Si on suppose que les 2, n'est-ce pas? Étaient au même moment. Étaient au même moment et sont autant prioritaires les unes que les autres, on va faire la plus urgente. La plus urgente, ouais, OK. Et comment elle se définit? Donc, je veux dire, à deux activités prioritaires, n'est-ce pas? La priorité est donnée à la plus urgente. Très bien. Ça veut dire celle en termes de délai. Tout à fait. Ça veut dire celle qui ne peut plus attendre, au fait. Vous voyez un peu? Les 2 sont importants. On dit, par exemple, niveau d'importance 9 sur 10, niveau d'importance 9 sur 10. Donc, les 2 sont 9 sur 10. On va regarder maintenant, n'est-ce pas, niveau de deadline. Ça veut dire, c'est quoi le délai le plus serré? On va aller vers le délai. On peut déléguer? On peut déléguer à condition que... les conditions le permettent. Les conditions le permettent, mais aussi à condition que... je veux dire, ce n'est pas indispensable. Notre présence n'est pas indispensable. À partir du moment où la présence d'un individu n'est pas indispensable, par exemple, une émission, on ne peut pas déléguer l'émission. Vous voyez un peu? Donc, à partir du moment où, je veux dire, la présence de l'individu n'est pas indispensable, il peut déléguer. Mais si sa présence est indispensable, s'il délègue, il risque d'avoir un gros problème. OK. Alors, on va peut-être toujours rester sur le même sujet, le même exemple aussi qu'Alix a donné. Il y a des personnes comme ça qui peuvent dire, bon, si je dois envoyer un mail, bon, je vais remettre après. Je vais remettre à demain. On aime très souvent cela. La procrastination. Remettre à demain. Les conséquences de cet état de fait. C'est cela, la procrastination, bien sûr. Alice a prêté le mot. Au fait, c'est une habitude néfaste et fâcheuse. Parce que, vous souvenez-vous de La Fontaine, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Oui. N'est-ce pas? Au fond, la plupart des gens qui remettent à demain, ça montre quelque chose. Ça montre que soit ils ne savent pas forcément où ils vont, ou bien soit ils ne savent pas forcément comment faire le job le plus simplement possible. Moi, je me souviens très bien, un jour, on était en train de coacher une entreprise, permettez l'exemple, de coacher une entreprise, et il y a un manager qui a donné l'exemple, effectivement, d'un de ses collaborateurs, qui, à chaque fois qu'il lui confiait une tâche, ce dernier-là remettait au lendemain. Et il a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire ça, est-ce que c'est parce que le gars est motivé, démotivé, tout ça. On lui a dit non, ce n'est pas forcément la démotivation. Peut-être qu'il ne comprend pas bien le job. Peut-être qu'il ne sait pas trop bien comment le faire. Donc, souvent, il faut mettre une pause, aller s'entraîner, aller apprendre à le faire et puis revenir. Parce que souvent, quand on n'est pas performant, quand on ne peut pas bien le faire, on dit on va faire ça après. On va faire ça après. Mais au fond,
c'est une fuite en fait, c'est un mécanisme de cache-cache de ces lacunes. Tout à fait. Alors, Monsieur Otto, dites-nous, quels sont les indicateurs de performance d'une bonne gestion? Super. Excellente question encore. Quelqu'un, effectivement, qui est axé sur ses priorités. Quelqu'un qui permet de pouvoir atteindre ses résultats. Quelqu'un qui est, on va dire, qui est orienté aux résultats, sont autant, effectivement, d'indices et d'indicateurs de ce que cette personne-là est en train de bien gérer son temps. Au fond, c'est quelqu'un qui a compris le principe des priorités aux priorités. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, vous leur envoyez une invitation. Qui que ce soit que vous êtes, ils vous disent simplement, j'ai bien envie, mais je ne pourrai pas. Et vous vous rendez compte qu'il n'est pas venu, mais au fond, il est en train de faire quelque chose. Et quand vous pesez, la chose qu'il est en train de faire est beaucoup plus importante que l'invitation. Pour devenir un top performer, pour mieux gérer son temps, il y a un élément essentiel que la plupart de nos téléspectateurs devraient comprendre. Il faut apprendre à dire non. C'est ça, savoir dire non. Poliment, gentiment, mais il faut savoir dire non. Parce que, souvenez-vous, pour faire une chose, je dois reporter une autre. Donc, tout dépend de ce que je reporte. Beaucoup de gens oublient effectivement l'essentiel. Ils sont à des invitations, à des baptêmes, à des mariages. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais si tu laisses un anniversaire, un baptême, enfin, si tu laisses par exemple quelque chose qui est très important pour toi, je veux dire, au bénéfice d'un anniversaire, d'un mariage et toutes ces choses-là, tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Parce qu'il va arriver un temps où tu seras face et vis-à-vis de tes objectifs. Vous vous souvenez, par exemple, quand on était encore étudiant, beaucoup de gens, par exemple, s'amusaient, jouaient et toutes ces choses-là. Et c'est, je veux dire, à la veille du jour de l'examen, qui sont bien fait décapier. Souvent, il y a d'autres qui faisaient des dépressions. Ce n'est pas la bonne méthode, au fait. On n'est pas obligé de s'amuser, pavaner toute l'année et puis de se réveiller un matin pour pouvoir tout faire. Il ne faut pas se mettre la pression. Bien sûr. Alors, comment... Non, pas se mettre la pression inutilement. On peut se mettre la pression si le temps de la pression n'est pas encore arrivé. N'est-ce pas? Ça veut dire, par exemple, on a un mois pour préparer un examen et puis on commence dès le premier jour du mois. Par exemple, l'année débute. Et moi, je dis aux gens, par exemple, c'est maintenant qu'on poursuit les objectifs. Ce n'est pas dans 30 jours, c'est-à-dire à 30 jours de la fin de l'année. C'est maintenant. Donc, il y a par exemple un truc que je fais avec mes followers sur les réseaux sociaux. Je fais ce qu'on appelle le countdown, c'est-à-dire le décompte. Aujourd'hui, par exemple, il y a mis jour 13, ne perds pas de vue tes objectifs. Demain, je mets jour 14, ne perds pas de vue tes objectifs. Pour qu'au 35e jour, il n'y a pas de surprise. On ne peut pas se dire qu'on n'y est pas arrivé. Et en plus, on a eu l'alerte. Alors, M. Yannick Otto, on va terminer rapidement quelques secondes. Que retenir avant de vous laisser partir? OK, très bien. Rapidement. OK, super. Il faut retenir que gérer son temps, c'est la chose la plus importante parce que gérer son temps, c'est gérer sa vie, n'est-ce pas? Mais pour bien réussir cet exercice-là et pour bien gérer sa vie et son temps, vous devez comprendre ces deux thèmes. La notion de important et la notion de urgent. La notion de important, c'est ce qui est rattaché à un objectif. Donc, privilégiez cela. À chaque fois que vous faites quelque chose, dites-vous, est-ce que c'est rattaché à un objectif? Est-ce que je gagne quelque chose? Est-ce qu'il y a un coût d'opportunité? Ça, c'est un. Deuxième chose, à côté de ça, il faut comprendre également que devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Et s'il y a des choses qui sont importantes pour vous, trouvez le moyen de le faire maintenant, sinon après, ça sera peut-être trop tard. Merci infiniment et cet échange était assurément